La démocratie athénienne, c'est un grand classique des concours, bien sûr, mais c'est aussi un sujet plein de pièges pour qui veut vraiment le maîtriser. Pour construire une analyse qui tient la route, on va décortiquer ensemble les mécanismes, les acteurs et surtout les débats qui ont forgé ce régime politique si particulier. L'idée, c'est de donner toutes les clés pour faire la différence le jour J. Allez, on commence avec cette phrase célèbre, la grande promesse de Périclès, un pouvoir au service du peuple, le fameux démos. Sauf que cette phrase, aussi belle soit-elle, elle cache une réalité bien plus nuancée. On va s'en servir comme fil rouge pour comprendre à la fois l'ambition immense et les limites, parfois profondes, du modèle athénien. Et ça nous amène directement à la question de fond, celle qui est vraiment au cœur de n'importe quel sujet sur Athènes. Comment, très concrètement, est-ce que ça fonctionnait? Comment cette démocratie reposait-elle sur la participation des citoyens? C'est ce qu'on va explorer, étape par étape. C'est parti. D'abord, un point essentiel à comprendre. La démocratie n'est pas née d'un coup de génie, comme ça un beau matin. Non. C'est le résultat d'un long processus, une réponse construite petit à petit à une crise sociale et politique gravissime qui menaçait de faire exploser la cité d'Athènes. Cette chronologie, elle montre bien l'enchaînement. Tout part d'une crise très dure. Les petits paysans s'endettent et risquent de devenir esclaves des grandes familles nobles. C'est la guerre civile qui menace. Alors, un siècle avant l'apogée, Solon arrive et pose les premières pierres. Il met fin à l'esclavage pour dette, il crée des lois communes, mais le vrai basculement, la rupture, c'est Clisthène, en 508. C'est lui qui jette les bases du système démocratique qu'on connaît. Justement, arrêtons-nous sur Clisthène, parce que c'est fondamental de voir comment il s'y prend. Son projet est carrément radical. Il veut démanteler les anciennes structures de pouvoir, qui étaient basées sur la famille, la richesse, le clan, pour fonder la politique sur un principe totalement nouveau. Et ce principe, c'est l'isonomie. Voilà un mot-clé, un mot absolument essentiel à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'égalité de tous les citoyens face à la loi. Attention, ce n'est pas encore l'égalité sociale ou économique, mais c'est cette idée révolutionnaire que la loi est la même pour tout le monde et que chaque citoyen a un droit égal à participer à la vie politique. Alors, comment Clisthène fait-il pour mettre l'isonomie en pratique? Par une réforme territoriale d'une ingéniosité redoutable. Il redessine complètement la carte de l'Attique. Il crée 10 nouvelles tribus. Et là, c'est le coup de génie. Chaque tribu est un mélange, un mixage de citoyens qui viennent de la ville, de la côte et de l'intérieur des terres. L'objectif, il est limpide. Casser les anciens clans, briser les loyautés locales. Désormais, un citoyen est d'abord un citoyen d'Athènes avant d'être membre de telle famille ou de tel village. On fait un bond dans le temps et on arrive au fameux siècle de Périclès, au milieu du 5e siècle. C'est le moment où la démocratie atteint son point culminant, son fonctionnement le plus abouti. Mais c'est aussi là que ces contradictions apparaissent au grand jour. La mesure phare de Périclès, sa grande innovation, c'est le mistos. Il faut bien réaliser qu'avant lui, l'isonomie, l'égalité, ça restait un peu théorique. Un artisan, un paysan, il ne pouvait pas vraiment se permettre d'aller passer sa journée à l'Assemblée pour débattre. Il avait une famille à nourrir. Et c'est là que Périclès intervient. En créant une indemnité, il va rendre la participation politique concrètement possible pour les plus pauvres. C'est un tournant majeur. Le mistos, c'est donc ça, une sorte de salaire, une indemnité qui vient compenser la journée de travail perdue. Et c'est cette mesure qui rend la démocratie vraiment directe et effective. Grâce à ça, le démos, le petit peuple, peut réellement prendre part au pouvoir. C'est une révolution sociale. Mais attention, une révolution qui coûte très très cher à la cité. Et d'où vient l'argent pour financer tout ça? C'est là qu'on touche au point le plus sensible, au lien indissociable entre démocratie et impérialisme. La stratégie de Périclès, elle est double. D'un côté, à l'intérieur, on donne le pouvoir au peuple. De l'autre, à l'extérieur, on domine les cités alliées au sein de la Ligue de Délos. Et le point crucial, le voici, c'est le trésor de la Ligue, donc l'argent des alliés, qui paie le mistos et qui finance des chantiers gigantesques comme le Parthénon. Autrement dit, la démocratie athénienne vit sur le dos de son empire. Bon, maintenant qu'on a vu les principes et les financements, regardons concrètement comment fonctionnait la machine politique. Et surtout, posons la question qui fâche. Qui avait vraiment le droit d'y participer? Ce tableau résume les 3 piliers du système. Tout en haut, on a l'Ecclésia. C'est l'assemblée de tous les citoyens. C'est là qu'on vote la guerre, la paix, les lois, les décisions les plus importantes. Pour préparer le travail de l'Ecclésia, il y a la boulée, un conseil de 500 citoyens tirés au sort. Et pour la justice, l'Élié, un immense tribunal populaire où les jurés sont aussi tirés au sort. Ce tirage au sort, il est partout. C'est vraiment la procédure qui incarne l'idéal démocratique, l'idée que n'importe quel citoyen est capable de gouverner.
La démocratie, elle sait aussi se défendre. Elle a une arme pour se protéger contre ceux qui deviendraient trop puissants, trop menaçants. L'ostracisme. Une fois par an, l'Assemblée pouvait voter pour bannir un citoyen pendant 10 ans, sans procès, sans accusation précise, juste parce qu'on estimait qu'il prenait trop de place. On écrivait son nom sur un tesson de poterie, un ostracon. C'était une arme politique redoutable. Mais alors, c'est qui ce fameux citoyen qui a autant de pouvoir? C'est là qu'on voit le système se refermer sur lui-même. Une loi de Périclès, en 451, va durcir les conditions de façon radicale. Pour être citoyen, il faut être un homme, majeur, mais surtout, il faut être né de père citoyen et de mère fille de citoyen. La citoyenneté n'est plus du tout ouverte, elle devient un privilège hérité, un club très fermé, basé sur le sang. Et le résultat, le voici. Ce chiffre. 40 000. À l'apogée de la puissance athénienne, on compte environ 40 000 citoyens. Ce sont ces 40 000 personnes qui détiennent tout le pouvoir politique. Et ce chiffre, 40 000, il prend tout son sens quand on le met en perspective. Regardez. Quand on observe la population totale de l'Attique, eh bien le choc est là. Les citoyens, ces hommes qui votent et gouvernent, ne représentent en fait qu'une toute petite minorité de la population. À peine 16%. Tout le reste est exclu. Les femmes et les enfants, bien sûr, les étrangers qui vivent à Athènes, les métèques, et puis surtout une masse énorme d'esclaves. La démocratie athénienne, c'est donc en réalité le pouvoir d'une minorité sur une très large majorité. Pour finir, et ça, pour une bonne analyse de concours, c'est un passage obligé, il faut d'aborder les débats. L'image de Périclès et de son régime, elle n'a jamais fait l'unanimité, ni dans l'Antiquité, ni aujourd'hui. C'est une figure et un système profondément ambivalents. D'un côté, on a le portrait élogieux, presque la statue du commandeur. C'est l'image que nous a transmise l'historien Plutarque. Mais attention, il écrit 500 ans après les faits. C'est Périclès vu comme le père de la démocratie, l'homme d'État visionnaire, intègre, bref, la vision un peu idéalisée. Sauf que cette vision est très, très loin de ce que pensaient ses contemporains. De son vivant, on se moquait de son crâne un peu déformé, on l'appelait tête d'oignon. Et surtout, les auteurs comiques, les philosophes, l'accusaient d'être un démagogue, de flatter les plus bas instincts du peuple pour garder le pouvoir et de mener la cité à sa ruine avec sa politique impérialiste agressive. Et ces critiques ne visaient pas que l'homme, Périclès, mais bien le système démocratique dans son ensemble. On craignait la démagogie, c'est-à-dire la manipulation des masses par de beaux discours, on dénonçait l'incompétence possible des magistrats tirés au sort, on accusait le mistos d'acheter le peuple, de le rendre paresseux, et l'exemple ultime, tragique, de ces dérives, c'est évidemment la condamnation à mort de Socrate par un tribunal populaire. On termine donc sur cette question ouverte qui fait une excellente problématique pour une épreuve. Périclès, et à travers lui tout le système athénien, incarne finalement toutes les tensions de la démocratie, le pouvoir du peuple face au risque de la démagogie, l'égalité proclamée entre citoyens face à l'exclusion du plus grand nombre, et la liberté à l'intérieur, financée par la domination à l'extérieur. La vérité, comme souvent en histoire, se trouve dans la nuance, dans la complexité. C'est cette analyse nuancée qu'il faut savoir construire.